Je suis Marlène Gissac, je suis éleveuse d'ovins allaitants que je conduis 100% à l'herbe dans le territoire du Ségala aveyronnais. J'élève des brebis Rayol, qui est une race en voie de disparition. Il n'y a plus que 4000 têtes maintenant en France. C'est une race rustique que j'affectionne beaucoup et avec qui j'ai plaisir à travailler à la régénération des prairies naturelles qui ont plus de 100 ans ici et à la régénération des sols qui ont été conduits en conventionnel sur la production céréales oléagineuses en rotation courte. C'est dans ce contexte que je mène le programme de recherche et développement hydronomie qui vise à démontrer les impacts des aménagements d'hydraulique douce que je réalise ici à la ferme dans un contexte de moyenne montagne en tête de bassin versant. Ce programme de recherche et développement, je le mène seul malgré plusieurs tentatives de financement ou de partenariat avec des INRAE, avec des agences de l'eau. Les enjeux sont forts, les tensions sont importantes. Beaucoup de pressions politiques ont amené en fait, cette situation à devoir porter ce programme de recherche et développement en autonomie. Je considère que ce biais de recherche se doit être participatif, collaboratif. Je regrette qu'aucun de confrères et consoeurs se joignent à moi pour porter en fait ce projet. Et donc j'en appelle à tous les citoyens et citoyennes qui se nourrissent au moins une fois par jour et dont les enjeux agricoles les concernent en tant que consommatrices. Donc ce programme de recherche et développement s'articule en fait sur 3 grands axes. Le premier axe va concerner tout l'aspect en fait agronomique. Donc, je suis donc en tête de bassin versant. Mon parcellaire commence du point de culminant vers un fond de vallée avec un dénivelé relativement moyen, entre 15 et 17% en moyenne sur l'ensemble du parcellaire. Et je suis sur une base limono-sableuse ou sablo-limoneuse et exposée plein sud, donc fort ensoleillement, fort assèchement, etc. Et les saisons commencent à glisser tout doucement. En fait, le climat se friabilise de plus en plus et la minéralisation se fait plus ou moins complète au niveau de ces sols. Et donc sur la partie agronomie, ce qui va m'intéresser en fait d'observer, d'analyser, d'étudier, c'est comment avec la conduite du troupeau, les aménagements d'hydraulique douce qui sont réalisés, l'implantation agroforestière sur motif keyline qui est réalisée, et bien comment est-ce que ça va soutenir les besoins du sol en termes de micro-organismes, en termes de minéralisation et donc d'échanges cationiques, de population bactérienne et fongique, mais aussi le taux de matière organique stabilisé que j'essaye de faire augmenter de façon à maintenir une structure de sol le plus grumeleux possible et longtemps dans l'été, de façon à maintenir une réserve utile importante dans les sols. La structure du sol va varier en fonction des saisons, du régime hydrique, de l'ensoleillement, des précipitations, des températures. Et donc plus les parcelles sont exposées, plus elles sont sensibles à ces effets. Et donc elles perdent leur structure et elles perdent leur résilience hydrique puisque elles n'ont plus les capacités de maintenir l'eau capillaire dans le sol. Donc la partie agronomique, elle va vraiment se concentrer là-dessus et la plupart en fait, de ces analyses sont réalisées en laboratoire. Donc je travaille avec un laboratoire aveyronnais. Je donne en fait 6 ans à cette étude-là parce que les arbres ont été plantés l'hiver dernier, donc il faut un temps en fait de reprise, une mise à l'ombre, que le système se réorganise de façon à percevoir en fait les effets. Le deuxième volet va concerner la végétation. Alors là, c'est quelque chose qui est un peu plus technique, on va dire, ou un peu plus spécifique. Donc je travaille avec des animaux qui sont majoritairement en plein air. Là, exceptionnellement, elles sont à l'intérieur parce qu'elles ont pris beaucoup la pluie, elles sont en reproduction, donc elles se font un petit repos là en bergerie, mais elles sont tout le temps dehors, et sur des prairies qui ont entre 60 et 100 ans. Je suis sur un milieu de moyenne montagne, donc c'est l'écosystème ouvert qui existe. Ces prairies, elles se sont établies à partir de populations d'agrostides, de fétuques rouges, de fétuques ovines. C'est des graminées en fait, qui composent ces prairies dans ces milieux acides de moyenne montagne aveyronnaise.
Et en fait, cette végétation est en train de péricliter à cause de l'évolution climatique, donc comme je l'expliquais, avec des températures de plus en plus chaudes, des sécheresses hivernales et estivales de plus en plus importantes. Et donc, ces graminées-là ne tiennent plus le coup. Et donc là, je suis en fait l'évolution des graminées. Qu'est-ce qui vient dans ce contexte climatique changeant et dans ces conditions de sol, qu'est-ce qui vient en remplacement, en succession en fait de ces graminées-là, et qu'est-ce qu'elles apportent à mon troupeau. Donc je vais regarder, donc je fais de l'inventaire botanique, et puis je fais analyser la végétation dans un laboratoire pour vérifier la contenance en fait minérale et d'oligo-éléments, pour vérifier que les prairies subviennent bien aux besoins en fait de mon troupeau. Le point de vigilance à apporter quand on travaille à l'herbe, c'est-à-dire qu'on considère le ruminant comme un ruminant et qu'on va l'amener à brouter en fait et à déféquer à l'extérieur pour fumer les terres sur lesquelles il va manger, où on n'intègre pas de céréales ni de préfermenté, eh bien c'est de vérifier que ce qu'elles mangent va bien complémenter en fait leurs besoins. On parle de la BACA, balance alimentaire cation anionique, c'est-à-dire que entre les éléments et les minéraux et les oligo-éléments qu'elles vont trouver dans la prairie, issus en fait du prélèvement de la végétation du sol, eh bien, est-ce qu'elles vont tout retrouver ? Et avec cette évolution en fait de prairie, est-ce qu'elles aiment toujours manger cette végétation ? Est-ce qu'elle est appétante ? Est-ce qu'elle leur permet d'avoir les vitamines, les sucres, les oligo-éléments dont elles ont besoin ? Donc en plus de l'inventaire pour faire un suivi de prairie, j'observe aussi par le biais d'analyses réalisées en laboratoire la contenance de ces prairies et pouvoir subvenir, complémenter par la suite en fait les brebis, ou avec des compléments que je rajoute dans le sel, donc qui sont issus de plantes, qui sont issus d'autres oligo-éléments, ou alors c'est d'amener les brebis sur d'autres stations de pâturage, comme quand on ne trouve pas ce qui pousse ici, on se déplace vers là où on devrait le trouver. Ce que je monitore aussi dans la partie végétation du programme recherche et développement, c'est le rendement des parcelles. Je travaille donc avec un troupeau en plein air et on travaille selon les principes du pâturage tournant dynamique et on suit le motif keyline. Donc je cherche à présenter les impacts en fait de ces conduites sur ces parcelles-là dans ce contexte-là et vérifier s'il y a une augmentation de rendement, c'est-à-dire une augmentation qualitative et quantitative des prairies ou pas, et que ces pratiques ne sont pas du tout adaptées à ce contexte pédoclimatique. Donc voilà pour le volet en fait le deuxième volet du programme recherche et développement qui concerne les végétaux. Et le troisième volet va concerner en fait la partie hydrologie. Donc, comme je l'ai dit, je suis en tête de bassin versant, j'ai des parcelles qui sont en crête et j'ai des parcelles qui sont en bas de vallée. Elles sont toutes concomitantes, elles sont toutes reliées les unes entre elles. Mon parcellaire est fortement impacté par les vents asséchants, par l'ensoleillement assez important puisque je suis majoritairement exposée plein sud, et puis avec certains dénivelés et des sols qui sont très friables, qui sont très drainants. Et donc ce que je cherche à démontrer par l'installation en motif keyline qui est réalisée sur les parcelles, eh bien c'est l'augmentation de la réserve utile dans les sols en termes de volume et en termes de temps de présence dans l'année, et aussi de monitorer l'évolution des marques d'érosion ou des marques de saturation. Voilà, dans certaines zones, j'ai un bon nappage de chardon, ce qui est intéressant pour les pollinisateurs, ce qui est intéressant pour mes brebis qui vont le valoriser, qui vont y chercher le calcium. C'est une plante qui bio-indique qu'il y a une saturation d'eau, un phénomène d'anaérobie se met en place, et du coup, tous les micro-organismes qui sont chargés d'aller chercher le calcium en profondeur, dans cette zone-là, ils sont incapables. Et c'est lié en fait à cette concentration d'eau qui naturellement, en fait, le ruissellement va venir se loger ici. Et donc, par les différents aménagements qui sont réalisés à la ferme, je suis en fait l'évolution de ces nappes de chardon sur lesquelles je m'appuie, mais aussi, comme je disais, les marques d'érosion, les marques de saturation, les signes d'hydromorphisme sur les zones où j'ai de l'argile superficielle, etc., etc. L'objectif de ce programme recherche et développement est simplement de donner des données à partir du contexte de recherche. Il n'a pas du tout vocation à être un modèle réplicable puisque mon contexte est unique. Il n'y a que cette ferme-là qui existe ici. Mes voisins sont en bovin et ont d'autres parcelles. Donc c'est pas d'en faire une généralité, le propos n'est pas du tout là.
mais il m'a été souvent reproché de défendre en fait des techniques et des stratégies dogmatiques ou issues de croyances, avec très très peu de données à l'appui montrant en fait les impacts positifs ou négatifs de ces pratiques. Donc mon objectif, c'est de pouvoir avoir des chiffres et des éléments sur lesquels on va enfin pouvoir débattre et sortir de cette accusation de dogme et de croyances auxquelles on m'affile. Deuxième point, moi j'ai besoin de pouvoir m'appuyer sur des données pour pouvoir adapter mes pratiques aux évolutions. Je suis agricultrice, les journées sont rarement assez longues, et quand on a la tête dans le guidon et qu'il y a plusieurs urgences et imprévus à gérer dans la journée, eh bien je perds parfois mon libre arbitre, mon objectivité, et donc ça me permet de rester objectif et d'évaluer en fait mes pratiques et de réaffiner en fait mes pratiques vers les objectifs que j'ai décidé d'atteindre, ou de revoir ces objectifs-là en vue de maintenir eh bien, mon entreprise en activité viable, et puis à ce que mes bêtes soient en bonne santé et que mes prairies soient aussi en bonne santé. Troisième point, il me semble nécessaire de redonner en fait la voix des agriculteurs et des agricultrices. Je suis assez choquée de voir bon nombre de mes confrères et de mes consoeurs, même si on n'est pas beaucoup en tant que femme, se définir comme des experts de l'agriculture de régénération ou des experts en agronomie, etc., etc. Or, ces personnes-là n'ont jamais été agriculteurs et agricultrices. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on peut devenir expert en agriculture de régénération quand on ne pratique pas soi-même l'agriculture de régénération. Bon nombre des institutions sont pilotées par des techniciens hors sol. Bon nombre de centres de formation agricole équipés de formateurs qui ne sont pas installés, qui n'ont pas été agriculteurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a un public en face de nous qui attend des propos professionnels, puisque en fait être agriculteur et agricultrice c'est une profession qui est très difficile, c'est une profession qui conjugue plusieurs métiers, c'est une profession qui est tout le temps jugée, tout le temps critiquée, toujours mis en avant dans tous les médias. On ne fait jamais les choses assez bien, on est trop cher, on est trop polluant, on n'est pas assez ceci, on est trop cela. Et donc pour avoir une crédibilité pour gagner en crédibilité dans le propos, eh bien il me tient à cœur que ces données puissent circuler dans ce milieu-là, et qu'on puisse, eh bien, les experts comme les non-experts, s'appuyer fermement sur des données issues de terrain, qui sont concrètes, et qui permettent de faire avancer la transition agricole, parce qu'à parler pour ne rien dire, et surtout quand on ne connaît pas, eh bien on n'invite pas le mouvement dans le mouvement. Et il y a beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont issus de familles agricoles, et qui ont bien plus de compétences que la majorité des formateurs et des techniciens qui ont en face d'eux, mais on ne les entend pas parce qu'on n'a pas le temps d'être sur les réseaux sociaux, parce qu'on est peu relayé par les réseaux sociaux, parce qu'on est souvent très stigmatisé et qu'on n'est pas opportuniste. On a d'autres choses à faire comme nourrir par exemple et soutenir des souverainetés alimentaires, soutenir des dynamiques économiques dans nos campagnes qui ont malheureusement vécu beaucoup d'exode rural. Et ce programme de recherche et développement, il me permet aussi de sensibiliser les personnes qui ne se sentent pas concernées par les enjeux de l'eau, qui ne se sentent pas concernées par les enjeux de filière agricole, alors qu'en fait on boit tous et toutes et on mange toutes et toutes. Donc que vous soyez en fait peu concernés en ville, que vous pensez que le monde agricole est hors de votre portée, en fait, à partir du moment où vous buvez et vous mangez, vous êtes concernés en fait par ces enjeux. Et une petite chose qui peut être facilement réalisable, ce n'est juste que partager en fait cette campagne de collecte, mais aussi les articles qui sont publiés sur Hydronomie ou sur Facelia et compagnie. Et puis, si vous pouvez, c'est participer financièrement, c'est venir à la ferme sur les temps de chantier, c'est parler autour de vous des enjeux qui sont de plus en plus forts et qui politiquement sont de plus en plus verrouillés. Presque 100 contributeurs et contributrices qui me permettent d'envoler en fait sur le 3e palier. Il reste 3 jours. Je vous remercie du fond du cœur et j'espère vous accueillir bientôt à la ferme et partager ça avec vous sur le terrain et vous présenter tous les aménagements.